sorte de, de règle, si je puis dire. Donc, malheureusement, la plupart des éleveurs mélangent les ingrédients sans comprendre la science qu'il y a derrière. Ce n'est pas un hasard, je vous assure. On ne mélange pas seulement parce qu'il faut mélanger. Donc, il y a tout un principe qui existe et qu'il faut suivre. On n'utilise pas des formules qu'on a ramassées sur Facebook ou bien sur Google sans savoir pourquoi est-ce qu'on utilise ça. C'est même extrêmement dangereux. Il faut au moins qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'on utilise telle formule. Et malheureusement, plus de 90% des éleveurs passent à côté de ce canevas-ci, qui est une structure fondamentale qui garantit l'équilibre nutritionnel de votre aliment et par conséquent la croissance et la rentabilité de votre ferme. Donc, sans suivre ce canevas, vous êtes tout simplement en train de gaspiller, vous êtes juste en train de gaspiller des ingrédients qui sont coûteux et vous n'aurez pas donc les résultats. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un plan général, un plan clair que vous pouvez suivre pour déjà avoir les bases de la formulation. Donc, on peut le voir de ce côté. Il y a une composition générale des aliments qui contient des protéines, des lipides, des minéraux, des vitamines et de l'énergie. Ça, en réalité, ce sont les besoins des animaux. Les besoins des animaux sont évalués en termes de nutriments. Donc, les nutriments que l'on connaît, il y a l'énergie, il y a les protéines. Vous voyez que j'ai mis entre parenthèses acides aminés parce que c'est là en réalité ce qui nous intéresse dans les protéines, les acides aminés. Ensuite, il y a les lipides. Et dans les lipides, on est aussi intéressé par des éléments essentiels qui sont les acides gras. Ensuite, on va voir les minéraux et les vitamines. Donc, ça fait 5 nutriments qui qualifient les besoins nutritionnels des animaux. Tout ce qu'un animal a besoin se retrouve dans ces 5 nutriments-ci. On peut voir que principalement les animaux ont besoin d'énergie dans la plus grande majorité. Ensuite, ils ont besoin de protéines. Ils ont également besoin de lipides et de minéraux et des vitamines en de plus faible quantité. Donc, il faut savoir que la quantité de nutriments ou les besoins nutritionnels, entre parenthèses, à apporter aux animaux dépendent de l'espèce, de l'âge, du poids vif, du stade physiologique, de l'état de santé, de l'altitude de production et des conditions d'élevage. Je vais un peu expliquer cela. Si vous prenez deux espèces différentes, par exemple le porc et le poulet de chair, les espèces sont différentes parce que c'est un porc et bon, ce sont des porcins et des volailles. Donc, les espèces sont différentes et dont les besoins seront complètement différents. Vous ne pouvez pas prendre un aliment pour poulet de chair, vous donner un porc, ou bien vous prenez un aliment pour un porc, vous donner au poulet de chair. Vous ne pourrez pas avoir les mêmes résultats. Maintenant, si on prend par exemple un animal d'une même espèce, le porc par exemple, et on compare l'âge, les porcelets auront des besoins différents des, des porcs en croissance ou des porcs en finition. C'est la même chose que chez nous les humains. Les bébés ne mangent pas les mêmes choses que les adultes ou bien les jeunes en croissance. Ce n'est pas la même chose qu'ils consomment. Donc, il ne faut pas partir prendre un aliment pour porc en finition ou porc en engraissement, partir donner un porcelet en démarrage. Ça ne peut pas fonctionner. Vous-même, vous voyez que ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, après l'âge, il y a le poids vif. Les besoins dépendent du poids vif. Si un animal est gros, il a besoin de plus de besoins. Donc, il aura besoin de plus de nutriments, pardon, pour assurer ses performances par rapport à un animal qui a un poids vif plus faible. Je ne sais pas si vous comprenez ce point précis. C'est pour ça que lorsqu'il y a souvent des retards de croissance, on vous conseille de séparer le plus possible les animaux qui n'ont pas un poids conforme et les suralimenter pour qu'ils puissent rattraper ceux qui sont déjà devant. Vous voyez un peu. C'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir des lots homogènes. Parce que si dans votre élevage, vous avez des petits animaux, vous avez des grands animaux et vous formulez l'aliment pour la même chose, vous distribuez les mêmes quantités, vous ne serez qu'en train d'accentuer cet écart-là. Vous allez voir que les plus gros vont continuer à être plus gros et les plus petits vont rester plus petits. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir une bonne homogénéité. Et la bonne homogénéité passe aussi par un bon aliment. Donc, vous devez être en mesure d'ajuster constamment quand vous voyez qu'il y a trop de décalage entre vos animaux. Vous séparez les petits et vous faites une alimentation compensatrice pour qu'ils puissent rattraper l'écran. Ça, on verra ces choses un peu plus tard. Maintenant, il y a aussi le stade physiologique. Le stade physiologique, c'est juste l'état dans lequel se trouve votre animal. Est-ce que c'est un animal en croissance? Est-ce que c'est un animal en finition? Est-ce que c'est un animal qui est en lactation? Est-ce que c'est un animal en reproduction? Ça, c'est beaucoup plus chez les porcs, les lapins et aussi les poissons. Bon, les reproducteurs également, pour ceux qui font l'élevage des reproducteurs dans les parentaux. Si vous voyez que, même aussi les pondeuses, si il y a on a une poule qui est en train de pondre,
son stade physiologique, c'est la ponte. Son stade physiologique, c'est la ponte. Et de ce fait, elle aura besoin de plus de minéraux, notamment du calcium, par rapport à une poule qui n'est pas en train de pondre. On est dans la même espèce, on est dans le même âge, on a le même poids, mais une poule pond, une autre poule ne pond pas. Celle qui pond a besoin de plus de calcium parce qu'elle fait des coquilles. Et parce qu'elle fait des coquilles, comme je disais, elle a donc besoin de plus de calcium. Elle aura aussi besoin de plus de protéines parce que l'œuf que vous voyez est très riche en protéines. Donc, ce que l'animal mange, c'est ça qui se retrouve dans ses productions. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il y a également l'état de santé. Les animaux qui sont malades ont tendance à avoir besoin de beaucoup plus de nutriments pour combattre la maladie et guérir. Et aussi l'objectif de production et les conditions d'élevage. Ça, c'est un peu plus précis. Il y a des ingrédients qui vont affecter le produit final, que ce soit en termes de teneur en graisse. Est-ce que vous voulez des graisses dures? Est-ce que vous voulez des graisses molles? Il y a des ingrédients qui favorisent les graisses dures chez le porc. Il y a des ingrédients qui favorisent les graisses molles chez le porc, même chez la volaille. Est-ce que vous voulez un jaune d'œuf coloré ou des pâtes de poulet colorées? Parce qu'au marché, on aime souvent acheter des poules qui ont des pâtes colorées, jaune foncé ou bien orange. On voit aussi des jaunes d'œufs qui sont oranges parce qu'on a l'impression que c'est de la qualité. Donc, pour avoir ces objectifs de production précis, on peut jouer sur l'aliment. On peut intégrer certains ingrédients dans l'aliment qui vont nous donner ces résultats-là. Au marché, on aime aussi acheter des poulets qui ont un bon plumage, qui sont bien blancs, bien propres. On peut jouer sur certains ingrédients pour obtenir un bon plumage. On peut jouer sur l'alimentation pour obtenir un bon plumage. Également, les conditions d'élevage que beaucoup négligent et c'est un gros piège parce que quand je vois souvent les gens demander les formules ici et là et puis prendre les formules juste appliquées, c'est extrêmement dangereux parce que si vous avez une formule qu'on utilise par exemple au Maroc ou bien en Europe, ce n'est pas la même chose qu'une formule qui va être utilisée en Afrique. Une formule qui est utilisée au Mali, ce n'est pas la même chose qui sera utilisée au Cameroun, par exemple. Euh, parce que un simple exemple, les températures affectent la composition de votre aliment. Si, comme j'ai eu à expliquer, il fait froid, vos animaux auront tendance à manger beaucoup plus. Même vous les humains, quand il fait froid, vous mangez beaucoup plus parce que vous avez besoin de générer de l'énergie pour vous réchauffer. Donc, une partie de l'énergie qui devait être utilisée pour votre croissance, vous l'utilisez en fait pour vous réchauffer. C'est normal parce qu'il fait froid. Or, quand il fait très chaud, les animaux mangent moins. Les animaux ont besoin de moins d'énergie. On a vu que l'énergie, c'est le nutriment principal dans l'alimentation et les animaux mangent d'abord pour satisfaire l'énergie. Donc, quand il fait chaud, il fait déjà chaud. Ils ne veulent plus trop générer de l'énergie par la chaleur parce que lorsqu'on mange, on génère de la chaleur par la digestion et ils ne veulent plus trop ça. Donc, ils vont limiter la quantité d'aliments qu'ils mangent pour ne pas prendre trop d'énergie. Et si vous ne savez pas ça, vous allez prendre une formule qui apporte trop d'énergie quand il fait chaud. Et vos animaux ne vont pas manger, ils vont manger peut-être la moitié et après ils vont laisser le reste. Ce qui fait que tous les autres ingrédients, les autres nutriments, comme les protéines, les vitamines qui étaient dans le reste de cet aliment-là, ils ne vont pas consommer. Pour prendre un exemple simple, quand il fait très chaud là, est-ce que vous pouvez finir 2 boules de couscous, 3 boules de couscous? Vous ne pouvez pas parce que ça va vous fatiguer. Vous allez être mal à l'aise. C'est la même chose avec les animaux. Or, si le docteur vous a dit qu'il faut manger 3 boules de couscous, vous voyez qu'en mangeant seulement une, tout le reste que le docteur a demandé que vous ne mangez plus. Donc, vous ne pouvez pas guérir facilement. Vous ne pouvez pas faire le travail qu'on attend de vous parce que vous n'avez pas pris en compte la température, par exemple. Or, s'il fait froid, vous avez tendance à beaucoup manger. Et si l'aliment n'est pas compensé, n'est pas un peu plus enrichi en énergie, vous n'allez pas pouvoir euh, obtenir tous les besoins dont vous avez. Donc, pour conclure cette partie, navré pour les bruits de l'enfant, pour conclure cette partie, je vais dire une bonne formule alimentaire vise donc à faire quoi? Apporter les bonnes quantités de ces nutriments, énergie, protéines, minéraux, lipides et vitamines, à l'aide d'une combinaison intelligente des ingrédients disponibles et ceci au prix le plus bas possible. Il faut bien prendre cela en compte. Apporter les bonnes quantités de nutriments, c'est-à-dire, ici on veut dire satisfaire les besoins nutritionnels, à l'aide d'une combinaison intelligente des ingrédients disponibles. Il faut que la combinaison soit intelligente. Il ne faut pas seulement prendre les ingrédients, vous mélanger. Il faut que ce soit réfléchi et des ingrédients qui sont disponibles. Ne partons pas prendre des ingrédients qui ne sont pas disponibles chez nous, qui, comme dans mon cas, quand j'étais au niveau 2, vont faire que vous dépensez extrêmement en transport, qui va faire que votre formule devienne chère ou que vous n'avez même pas ces ingrédients chez vous. Et ceci au prix le plus bas possible.
toutes les trois conditions aussi doivent être réunies pour avoir une bonne formule alimentaire. Parce que si vous faites une formule alimentaire qui vous coûte trop cher, c'est vous qui perdez, aussi simple que ça. Donc, il faut bien regarder ces trois éléments et les retenir. Satisfaire les besoins nutritionnels avec une combinaison intelligente d'ingrédients disponibles, et ceci au prix le plus bas possible. Ça, c'est le canevas de formulation. Maintenant, ce qui concerne ces différents nutriments et aussi ces différents nutriments, comme on a dit, ça varie en fonction des animaux. Mais globalement, les sources énergétiques vont représenter entre 30 et 65% des rations. Donc, ça peut être des céréales, ça peut être des sous-produits des céréales qui apportent de l'énergie principalement. Maintenant, les protéines vont représenter entre 20, 25 et parfois jusqu'à 35-40% de la ration. Donc là, on peut compter, en tout cas, on va voir tout de suite les types d'ingrédients et les catégories d'ingrédients. Et les lipides peuvent compter jusqu'à entre 2 et 5% de la ration. Les minéraux aussi entre 2 et 5% de la ration. Les vitamines, généralement, c'est entre 0,25 et demi pour cent de la ration. Donc, ça vous donne un peu une indication de la composition générale de vos aliments. Donc, sans plus tarder, après avoir vu le canevas de formulation, maintenant, on va passer à la prochaine étape qui sont les ingrédients. Donc, on sait maintenant quels sont les besoins de nos animaux. Je vais vous envoyer les différents documents qui vont présenter ça. Attendez, je vais regarder, je vais un peu vous montrer ça plus en détail ici. Les différents besoins là. Bon, ici par exemple, on va prendre COP 500 2022. Voilà, c'était directement ouvert. Ici, on pourra voir les besoins nutritionnels des différents animaux. Attendez que je tombe dessus. Et c'est ça qui vous guide en fait. Chaque producteur de poussins va vous donner ça. Il faut connaître en fait, il faut connaître en fait le, il faut connaître en fait les besoins nutritionnels de vos animaux. Il faut connaître plutôt, pardon, la souche que vous utilisez. Il ne faut pas juste dire j'élève le poulet de chair. Vous élevez quel poulet de chair? Est-ce que vous élevez le COP 500? Est-ce que vous élevez la souche rose? Est-ce que vous élevez les UBA? Il faut savoir parce que vous allez voir, je suis ici. OK, d'accord. Là, je suis recommended nutrient levels for medium and large broilers. Donc, les recommandations nutritionnelles pour les moyens et les gros poulets de chair. Ça, c'est l'objectif qu'on veut généralement ici en Afrique, des poulets de chair moyens à de grosses tailles. On va nous dire que la quantité d'aliments pour chaque étape, il faut aussi respecter ça. On va en parler. La quantité d'aliments pour chaque étape, c'est là. On vous dit à peu près demi-kilo en démarrage, Grow 1, croissance 1 à peu près 2,1 kg et en croissance 2 à peu près 2,1 kg. Encore, vous voyez que là, on est pratiquement dans les 4,7 kg à peu près pour avoir des moyens à gros poulets. Bon, venons sur les besoins nutritionnels rapidement. Là, on va voir crude protein, c'est-à-dire la protéine brute. On va nous dire qu'en démarrage, ça va être entre 21 et 22%. Et on nous donne la forme crumble, ce sont les miettes. On dit que c'est mieux que ce soit en miettes. Je vous ai déjà expliqué dans le groupe qu'est-ce que c'est que des miettes. Les miettes, c'est en fait des granulés qu'on a encore concassés. On a expliqué pourquoi est-ce que c'est bien de granulés aliments et tout et tout. Donc, on aura peut-être l'occasion, pour ceux qui n'ont pas bien compris, de revenir là-dessus. On nous parle ici d'un taux de protéines de 21 à 22% pour les poulets de chair. Vous voyez aussi, comme j'expliquais, que les besoins vont varier en fonction de l'âge. Ça, c'est en démarrage. C'est à 21 à 22%. Vous voyez qu'en croissance, on passe à 19 à 20%. Ça baisse. Ça baisse plus on avance. Maintenant, on va voir l'énergie en kilocalories par kilogramme. Quand ils sont petits, ça demande 2900 kilocalories par kilogramme d'énergie métabolisable. Parce que d'autres animaux, c'est énergie nette. Donc, il y a des petites différences comme ça à faire. On va expliquer pour ceux qui ont besoin de plus d'explications là-dessus. Il y a en croissance 1, on va demander 2950. En croissance 2, on va demander 3000. Vous voyez que l'énergie augmente. Il y a une raison à cela. Donc, il faut prendre tous ces détails en compte. Et ça, c'est pour COP 500. Si on part peut-être à UBAR, oui, ça c'est UBAR. Donc, on va chercher rapidement les besoins nutritionnels des poussins UBAR. Je crois que c'est ici. Et voilà, vous voyez que en termes d'énergie par kilogramme d'aliments,
on nous dit qu'en démarrage, on doit être entre 2850 et 3000. Vous voyez que c'est différent de COP 500 qui, on doit être entre 2009, on doit être 2900. On n'atteint pas les 3000 en démarrage, c'est COP 500. Donc, vous voyez que les poussins ont besoin de plus d'énergie en démarrage par rapport aux poussins COP 500. Donc, il faut connaître quel type de souche est-ce que vous êtes en train d'élever. C'est très, très important. Donc, et aussi, je vais vous montrer un peu, pour ceux qui voudront, comment est-ce qu'on lit cet arbre. Parce que vous voyez ici, on dit 75, on dit protéines minimum 75, mais ce n'est pas 75%. Donc, il y a une conversion que vous devez faire avant d'utiliser ces valeurs-ci. Pour ceux qui ont vouloir, on va aller beaucoup plus en détail par rapport à cela. Donc, c'était pour vous montrer un peu les besoins de ces animaux. Vous avez besoin de ces guides-ci, c'est disponible, vous pouvez les télécharger ou bien votre fournisseur de poussins va vous les donner de manière totalement gratuite. Voilà, vous pouvez lire là les besoins en lysine, en méthionine, méthionine-cystine, ça sont les acides aminés sous forme digestive. C'est très important parce qu'il y a tous les acides aminés, tous les acides aminés digestifs qu'il faut regarder. Vous allez aussi voir les minéraux, le calcium, le phosphore, le sodium, le chlore, le potassium et l'acide linoléique qui est un acide gras. Donc avec ça, vous avez les besoins nutritionnels de votre animal. Si vous donnez ce qui est ici et que vous respectez les autres principes d'élevage, il n'y a pas de maladie dans votre ferme, il n'y a pas de problème. Vous avez vos résultats tranquilles. Vos animaux grandissent très bien et tout est parfait dans votre élevage. Vous n'avez absolument pas de soucis. Donc, voilà en ce qui concerne les besoins nutritionnels. Je vais repartir donc aux ingrédients pour un peu savoir, pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour quitter l'ingrédient donc et satisfaire ses besoins nutritionnels-ci.